Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 6 heures et passé de 15, bientôt 15 minutes sur RT1 en direct et en intégralité après cette série d'informations. Nous sommes au 105e jour de l'année 2019, plus que 260 et quelques jours pour terminer l'année. C'est dire que le premier tiers est déjà largement passé et nous sommes dans la semaine sainte, une semaine spirituellement chargée pour tous ceux qui nous regardent d'obédience chrétienne, catholique ou autre. Merci d'être en notre compagnie. Aujourd'hui, lundi, nous allons parler emploi. On va parler d'évaluation, source de développement des ressources humaines, source de développement, RH, c'est très très important. Qui évalue? Comment évaluer? Qui est-ce qui a les droits d'évaluer? Parce qu'on ne peut pas évaluer comme ça. Il faut avoir quand même des bases et avoir donné quand même un cap pour pouvoir être à même d'évaluer. Autant de questions que nous poserons à notre invitée. Elle, bientôt, au lendemain de la résurrection, elle fêtera 1 an de plus. Elle va bénéficier des fruits de la résurrection pascale. Elle, c'est Alix, c'est ma voisine. Très, très heureux de la retrouver. Bonjour, Alix. Bonjour, Marco. Bonjour à la maison. Ça va, ça va très, très bien. Oui, un peu de flegme quand même, mais bon, ça va. On se redonne, on se redonne de la motivation, justement. Aujourd'hui, c'est lundi. On va vous en servir une bonne dose de motivation dans notre chronique pour vous donner, bien sûr, toujours cette envie de vous lever, de vous battre, d'aller de l'avant. Les clés pour une bonne santé mentale au travail, ce sera l'essence de ce lundi. Motivation. Mais avant, on aura le coach Cyril Nianké tout de suite, après le sommaire, qui nous fera des exercices de gainage. De quoi, en tout cas, laisser quelques kilos de trop, la graisse qui s'est un peu enrobée autour de nous. On va essayer en tout cas, d'exercer ces petites instructions-là pour nous permettre d'être toujours en bonne santé. Bonjour, bonjour, bon matin. J'espère que vous allez bien encore une fois. J'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, 2 exercices à faire au sol pour renforcer les abdos. Un exercice de gainage pour renforcer la sangle abdominale et un exercice pour les tonifier, les muscler, qui sera les twists. Donc on va muscler plus les obliques, la taille et renforcer le milieu des abdos, d'accord, le grand droit. Donc on va commencer par la planche, exercice que vous connaissez très bien. On va commencer par la planche normale. La seule différence, c'est qu'on va se mettre en position de planche. On va faire un mouvement des jambes, d'accord. On va bouger la jambe sur le côté, revenir, changer de position. Allez, on va à 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Deuxième exercice, on va se mettre en position assise, coller les mains, arrondir le dos, d'accord, pour engager les abdos, descendre le haut du corps, maintenir la position, la bloquer. Vous devez sentir la contraction dans le ventre, coller les mains, toucher le sol de gauche à droite et vider l'air à chaque rotation. On va à 12 répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous sentez le dos tiré, vous pouvez vous redresser un tout petit peu. 11, c'est un peu normal. 12. Parfait. On va repartir en position de planche. Cette fois-ci sans bouger. On va à 30 secondes de gainage, dos arrondi, jambes tendues, sans bouger. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Parfait. Position assise. Allez, rotation gauche à droite. 2, 3, 4, toujours à 12, 5. Si vous pouvez tenir quelque chose de bon main aussi, mais quelque chose de pas trop lourd, 8. Ça passe, 9. 10. Le plus important ici, c'est sentir les muscles que vous travaillez. Et toujours expirer pour bien contracter les abdos. Une dernière fois à planche. Allez. Enchaînement gainage. Cette fois-ci, on va faire une rotation du bassin. De la gauche vers la droite. Donc mes jambes écartent derrière. Je tourne le bassin, je touche le sol et je change de côté. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos toujours arrondi, 11, 12, 13, à 20, 14, 15, encore 5 répétitions, 17, 18, 19 et 20, parfait. Super, super, super. Une dernière fois les twists. Allez, position assise. Cette fois-ci, on va toujours faire des twists, avoir les jambes fléchies comme ceci, descendre le haut du corps, pareil. Maintenant, on va joindre les mains. On va mettre les mains au niveau des épaules, la main au niveau de l'épaule opposée, monter les coudes et faire des petites rotations. Allez, 1, 2, 3, 4. Pas besoin de descendre trop bas si vous sentez déjà vos abdos. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. C'est terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à vous entraîner. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder la vidéo. Parce que je fais tout ça pour vous. J'espère que vous restez actifs, que vous faites de votre mieux pour bouger, pour vous entraîner. Parce que c'est très important pour votre santé. De nos jours, c'est vraiment pas évident de rester en forme avec tout ce qui se passe à la nourriture et le travail, le rythme et tout. Tant que vous faites de votre mieux pour bouger, c'est le plus important. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Passez une belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Hein, non, demain, tout juste demain, on sera avec vous avec beaucoup de plaisir. Instant vérité, ce sera dans cette émission. Vous le savez, tous les lundis, on aura un invité. L'invité donc de notre très cher Gabriel Emmanuel Azani, ce sera M. Bandé Karamoko, président du collectif des déguerpis du nouveau quartier abattoir de Port-Bouët. Alix, maintenant, je vous invite à aller sur la route. On va mettre la voiture en marche et puis on se retrouve au premier virage. C'est parti. Et oui, c'est parti pour cette première escale avec la voiture. Donc pour le point route, on y va avec la complicité de Jacques Bouenhaut. Voilà, c'est le boulevard Lagunaire qui nous accueille. À circulation presque, on va dire, inexistante. Hein, parce que voilà, il y a quelques voitures, mais pas trop. Timide. À 7 heures de la journée, surtout qu'on a eu de la pluie. Quand c'est comme ça, le sommeil se fait un peu plus longtemps dans le lit. Et ça peut se comprendre. Et, on comprend. Et en plus, ça peut bien se comprendre. On comprend tellement qu'on aurait voulu être à votre place. Et puis le bus est passé. Le bus est là. On va aller voir à l'autre virage. Un rendez-vous à l'autre virage. Oui. Le De Gaulle, vraisemblablement, oui, c'est ça. Avec toujours la même physionomie au niveau du rythme sur l'asphalte. Voilà, avec un timide réveil des automobilistes ivoiriens, abidjanais en particulier. Ça tombe bien, très très bonne transition pour parler maintenant avec notre spécialiste S-Route, c'est monsieur Ekou Paul Arnaud, c'est toujours un plaisir de l'avoir. C'est le premier visage, le premier invité de toutes les émissions de la RTI. Mon Dieu, quelle constance. Quelle constance et puis quel privilège, monsieur, le premier invité en direct sur RTI 1, c'est lui, monsieur Ekou Paul Arnaud, dans le cadre bien sûr d'Info. C'est parti. Et oui, monsieur Paul Arnaud Ekou est là, bienvenue encore. Alors aujourd'hui, on parle des gestes importants du sécurisme routier. Exactement. On sait que sur nos voies, on peut être en alerte vis-à-vis des autres usagers quand on a un incident ou même un malaise. Aujourd'hui, on va parler de comment protéger. La période s'y prête. C'est clair, avec la saison des pluies. La période de la semaine sainte, avec la saison des pluies, avec les événements sur la route. Avec Paquinou qui arrive. Avec Paquinou qui arrive. Alors, première question, qu'est-ce que le sécurisme routier et c'est quoi sa particularité? Il n'y a pas de particularité. Le sécurisme, c'est l'ensemble des gestes qu'il faut connaître pour apporter les premiers soins, pour assister une victime d'une situation dont l'état de santé est compromis. Donc il n'y a pas de sécurisme routier particulièrement, sauf que la situation de conduite va faire apparaître très fréquemment et très régulièrement beaucoup de situations qui vont vous inviter à prendre ou à appliquer les gestes de premier secours. C'est pourquoi on en parle plus en matière routière et que des fois les situations d'accident sont typiques. Les traumatismes vont être typiques, donc on va dire sécurisme routier, mais c'est en gros l'ensemble des règles de sécurisme appliquées à la situation de conduite routière. Très bien. Alors pourquoi est-il si important de parler de sécurisme aux usagers de la route? Oui. La première réponse que je donne, c'est parce que c'est une obligation légale. La grande majorité des usagers du code de la route qui passent le permis sont tenus de connaître les règles essentielles du sécurisme routier. L'examen du code impose qu'on maîtrise quelques gestes essentiels.
Mais c'est surtout parce que le secourisme routier est une nécessité vitale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est très rare qu'en cas d'accident, les professionnels du secours soient là et que les premières personnes à intervenir sont des témoins. Sont des témoins, exactement, et qui, en ce moment-là, doivent maîtriser les gestes de premier secours. Justement, quels sont les principaux gestes de premier secours? Comme on le constate là. Comme on le constate là, ouais. Exactement. Jacques, on va nous ramener ça dans un instant. Ça donne l'impression que c'est professionnel, mais c'est des gestes qu'on nous apprend depuis l'école primaire. Le protéger, alerter, secourir, c'est des gestes qu'on a vus dès les classes de CM2, le bouche à bouche, le massage cardiaque, la compression. Il y a 3 gestes essentiels. Le premier, c'est protéger. Le deuxième, c'est alerter. Et enfin, secourir. Protéger, ça veut dire quoi? C'est prendre toutes les dispositions pour sécuriser l'accident, pour éviter le suraccident. Donc, pour éviter que la victime subisse un traumatisme plus grave, il faut vraiment baliser la zone d'accident. Pratiquement, concrètement, ça donne quoi lors d'un incident? Sur la route, par exemple, vous arrivez, si vous êtes en voiture, vous allez garer de sorte à ne pas gêner la circulation, à ne pas causer d'autres traumatismes. Vous allez garer, vous allez descendre, vous allez mettre vous allez prendre votre propre triangle de signalisation pour vraiment sécuriser l'environnement. Vous allez approcher les victimes, vous allez évaluer, dans le cas de protéger, vous allez évaluer la situation pour voir qui est blessé, combien de blessés il y a. Si le véhicule est, par exemple, le moteur qui tourne, vous allez couper le contact. C'est-à-dire prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas une aggravation de l'accident. Et alerter, c'est informer les professionnels du secours. Et il va falloir téléphoner aux sapeurs-pompiers, aux ambulanciers, avec toutes les dispositions pour être vraiment crédible. Quand on appelle, il faut se mettre dans la logique qu'on doit convaincre. Parce qu'on doit convaincre et donner le plus d'informations possible aux professionnels. Et enfin, secourir, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des gestes de tout ce qui va contribuer à assurer la santé, la sécurité, sinon à garantir la viabilité de la victime. Et généralement, il y a deux réflexes importants. Il y a 2 situations très graves. Quand en matière d'accident, il y a le risque d'asphyxie et il y a le risque d'hémorragie. Donc, il faut pouvoir reconnaître est-ce que la victime est dans une position consciente ou inconsciente, et puis surtout apporter les premiers soins. On n'est pas des professionnels, c'est juste des gestes basiques, des premiers soins qu'il faut pouvoir apporter. Alors coach routier, quelles sont les erreurs à éviter? Oui, il y a beaucoup d'erreurs, surtout avec le développement des réseaux sociaux, on est devenu plus des photographes que des secouristes. On voit des selfies même avec des accidentés. Et ça même, c'est pathétique parce que des fois, la victime a sa vie privée à conserver. Il faut éviter ça. Et il faut aussi éviter de croire qu'on n'est pas apte à apporter un secours. Ça ne demande pas des réflexes professionnels, c'est juste la motivation ou bien la volonté d'aider la personne qui est en face de soi. Donc, on a tendance à... C'est pas parce qu'une personne ne respire pas qu'elle est forcément décédée, qu'elle est morte. Il faut forcément réagir, il faut l'approcher. Il ne faut pas voler ses affaires, ses effets personnels. Et puis avoir un sang-froid, il ne faut pas être aussi paniqué. Totalement. Il ne faut pas paniquer parce que vous allez paniquer la victime qui est dans un état traumatologique. C'est vraiment le premier réflexe, il ne faut pas paniquer. C'est pas évident. C'est le plus difficile. C'est vrai que l'accident a une épreuve psychologique assez forte, mais il faut prendre son sang-froid. Comme a dit Alix, le premier réflexe même, c'est de ne pas paniquer. C'est ça qui va communiquer de bonnes énergies. Exactement. Ne pas paniquer, ne pas aussi aller avec des commentaires inutiles. Surtout ne pas commenter l'état d'accident de la victime. Oh, la blessure est grave, vous allez le traumatiser encore plus. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas l'embêter. Il faut éviter aussi de déplacer la victime, parce qu'on pense que comme il est mal couché, il faut éviter de... Et surtout, par exemple, si la victime est un motocycliste qui a son casque, il ne faut même pas le retirer. Il faut éviter de déplacer la victime, il faut éviter de retirer son casque parce qu'on peut aggraver son cas. Il y a des gestes qu'il faut éviter. Il faut aussi éviter de se prendre pour un professionnel. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas parce que la victime serait peut-être belle comme Alice qu'il faut le bouche à bouche immédiatement. Il faut éviter tout ça. Voilà. Mais là, ça devient de l'abus. Hein. Oui, exactement. Il ne faut pas faire les professionnels, il ne faut pas vraiment exagérer. Il faut juste faire les... Le plus important, c'est s'assurer que la victime soit en sécurité jusqu'à ce que les professionnels viennent intervenir. Monsieur Ekou, nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a le phénomène de coupeur de route. Il y a des gens aussi qui ne veulent plus aider. Quand il y a un souci, les personnes vont directement. Se mettre même en oui, parce que c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut s'abstenir de porter à une victime d'un accident de la route secours, par exemple, si vraiment on est en danger? Si nous on est en danger, il n'y a pas de problème. Parce que pour porter... assistance, il faut vraiment avoir les dispositions pour le faire. Il faut que le terrain soit balisé. Mais ne pas porter volontairement assistance, c'est une infraction. Oui, c'est une infraction. Non-assistance à personne en danger. C'est une infraction, tu vas jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 300 000 francs d'amende. Mais
je le dis bien volontairement. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation de crainte, de peur qu'il faut laisser mourir quelqu'un. Peut-être que des fois aussi on exagère souvent, on a une psychose, ce n'est pas forcément fondé. Non, on a par exemple des zones où les gens se disent, ah ici, là, il y a des coupeurs de route, tout ça, c'est un peu dangereux. Et quand on voit quelqu'un, on se dit que c'est là. Oui, on se dit que c'est un guet-apens. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont ingénieux. Hein. Ils peuvent prendre des vieilles voitures qui sont dans la forêt avec des carcasses et les retourner, faire croire un accident. Et puis il y a plusieurs personnes qui sont tombées. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se cacher quelque part pour appeler la sécurité? Qu'est-ce qu'on fait? Ne pas passer pour lâche. C'est-à-dire que si soit on a eu suffisamment de positions pour voir que c'est un traquenard parce qu'on est tombé dans le piège, soit on sait que c'est un véritable accident, on n'a pas pu porter assistance, mais on prend le deuxième geste, c'est alerter. On va pouvoir prévenir et puis dans ce cas-là, on va à la fois prévenir eux, les pompiers et la police. Oui. Parce que la police aussi est un acteur du sécurisme routier. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ekou. C'est toujours précieux d'avoir vos conseils. Au pas de course, nous allons aller, merci, maintenant avec Régis Kofi. Désolé pour tout ce qui... c'est le début de semaine, c'est pas trop évident techniquement. Et puis aussi, on salue tous nos gars de la technique qui font un travail immense, surtout au niveau de la réalisation et de la régie. Justement, c'est Jacques Brou qui réalise ce rendez-vous. Nous allons passer maintenant à la deuxième salve de l'info avec Régis Kofi. C'est dans quelques instants seulement. C'est parti. Bonjour à tous, merci de nous suivre en ce lundi matin. Le sud-est sera intéressé par des pluies localisées avant de faire place à un temps simplement nuageux et progressivement ensoleillé. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures au lever de ce jour, 26 degrés pour les villes d'Abidjan et d'Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et à Korogo, 23 degrés pour Mans, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 pour Sassandra, 25 pour Tabou et Yamoussoukro. Aujourd'hui, le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Mais en fin de période, des nuages denses occasionneront des pluies localisées au nord-ouest, à l'ouest et au sud du pays. Lisons les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 34 degrés pour la région du Gantougo, 33 degrés à Bouaké, 34 pour Daloa, la maximale de 35 degrés relevée à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés pour Mans, 33 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et à Sassandra, Tabou affichera 31 degrés et Yamoussoukro 32. Le résumé du temps de ce lundi matin est fait. Bon début de semaine à vous tous. Madame, Monsieur, ce point d'information est consacré à l'actualité africaine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Au Soudan, les dirigeants du Conseil militaire de transition ont rencontré hier des représentants de plusieurs partis politiques pour discuter de la désignation d'un Premier ministre et de la voie à suivre après le renversement du président Omar el-Béchir. Plusieurs centaines de personnes, algériens et franco-algériens, se sont rassemblés place de la République à Paris en soutien aux manifestations en cours en Algérie. Le mouvement populaire refuse désormais que les structures et personnalités mises en place sous le régime de Bouteflika soient chargées de la transition, estimant notamment qu'elles ne peuvent garantir un scrutin libre et équitable pour désigner son successeur.
Au Nigeria, 5 ans après leur enlèvement, que sont devenues les filles lycéennes de Chibok? Eh bien, ces jeunes filles ont bien souvent rencontré des difficultés pour se réintégrer, pour se faire à nouveau à la vie quotidienne. Des sources médicales ont fait état de syndrome de Stockholm, le fait de développer un attachement à son ravisseur. Certaines affichaient des troubles traumatiques. Certaines sont devenues mères pendant ou peu après la fin de la captivité. Elles ont été abusées, selon un responsable de l'UNICEF. La plupart des filles libérées ont repris leurs études et elles ont de l'ambition. Les autorités égyptiennes ont dévoilé samedi à Saqqara, près du Caire, la tombe d'un haut responsable datant de la 5e dynastie et ornée de reliefs colorés et d'inscriptions bien préservées. La tombe d'un prénommé Koui, qui aurait été un noble durant la 5e dynastie entre 2500 et 2300 avant l'ère commune, a été découverte en mars dans la vaste nécropole de Saqqara. Un mot de football et on parle notamment de la Coupe d'Afrique des Nations. Le vainqueur de la CAN 2019 touchera la somme de 4,5 millions de dollars, soit 22 milliards 500 millions de francs CFA. Les 24 pays qualifiés pour la CAN 2019 peuvent se frotter la main. Au moins la somme de 600 000 dollars, l'équivalent de 347 millions 700 000 francs CFA tombera entre les mains de chacun des pays qui seront présents en Égypte. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Merci Régis. À tout de suite. Donc. Et nous, c'est une promesse que l'on vous fait chaque lundi de vous apporter des éléments qui vous permettent de vous booster et de vous emmener très loin dans vos objectifs que vous vous fixez. Lundi Motivation aujourd'hui, la clé pour une bonne santé mentale au travail. C'est toute l'essence de ce qui suit. Santé mentale au travail. Vous parvenez à bien concilier travail et vie professionnelle. Les exigences de votre poste sont raisonnables. Vous êtes en sécurité au travail. Votre employeur favorise la croissance et le perfectionnement. Votre travail est stimulant. Vous vous sentez apprécié et respecté. Le soutien au travail est essentiel au maintien d'une bonne santé mentale. Lieu de travail sain. Santé mentale au travail. Vous parvenez à bien concilier travail et vie professionnelle. Les exigences de votre poste sont raisonnables. Vous êtes en sécurité au travail. Votre employeur favorise la croissance et le perfectionnement. Votre travail est stimulant. Vous vous sentez apprécié et respecté. Lieu de travail sain. Santé mentale au travail. Vous parvenez à bien concilier travail et vie professionnelle. Les exigences de votre poste sont raisonnables. Vous êtes en sécurité au travail. Votre employeur favorise la croissance et le perfectionnement. Votre travail est stimulant. Vous vous sentez apprécié et respecté. Vous parvenez à bien concilier travail et vie professionnelle. Le soutien au travail est essentiel au maintien d'une bonne santé mentale. Retour sur le plateau des matinales, on espère que vous avez eu votre dose de motivation. Et puis dans quelques instants seulement, on va avoir à esprit donc, de motiver ceux qui ont été déguerpis. Et le nouveau quartier d'abattoir à Port-Bouët, c'est toute la quintessence de Gabriel Zani et de son invité aujourd'hui dans Instant Vérité, M. Bandé Karamoko. Il est président donc, du collectif des déguerpis du nouveau quartier d'abattoir de Port-Bouët. Avec lui, Gabriel Zani, donc, qui est déjà vêtu dans la tenue officielle, hein, parce que vous savez que nous sommes dans la Semaine Sainte, elle a les couleurs du Vatican, tout comme à son habitude, toute pimpote, au service des Ivoiriens, avec sa célèbre phrase, les Ivoiriens veulent savoir. Alors, M. Bandé, est-ce que vous êtes prêt à tout dire, à satisfaire la curiosité de Gabriel Zani, au nom du collectif des déguerpis? C'est à vous de jouer maintenant.
Bonjour Marco, bonjour Alix et bonjour à tous. Mesdames et messieurs, merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Bien évidemment, des familles sans toit, éparpillées jusqu'à ce jour, c'est le résultat du déguerpissement des habitants du quartier Abattoir dans la commune de Port-Bouët. Un départ forcé par le district d'Abidjan en juillet 2018. La raison évoquée, évacuer les populations des zones à risque. Abandonnés à leur sort depuis la démolition de leurs habitations, toutes les tentatives de déguerpis pour trouver une solution ont été vaines. Pourtant, le district d'Abidjan dit avoir respecté les procédures en la matière. Les deux parties se seraient rencontrées et un terrain d'entente aurait été trouvé. Des mois plus tard, les déguerpis de Port-Bouët Abattoir crient à l'injustice et demandent tout simplement leur recasement sur le site initial. Mesdames et messieurs, que s'est-il réellement passé à Port-Bouët Abattoir? Y a-t-il eu un accord ou non entre le district d'Abidjan et les populations déguerpies? Pourquoi personne n'entend les cris des populations touchées par ce déguerpissement qui a mis à la rue 429 familles? Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons Instant Vérité Bandé Abdoulaye Karamoko, le président du collectif des déguerpis de Port-Bouët Abattoir. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, le quartier Abattoir dans la commune de Port-Bouët a été rasé en juillet 2018 par le district d'Abidjan. C'est cela. Alors, l'une des raisons évoquées pour expliquer ce déguerpissement, c'était d'évacuer les populations des zones à risque pour sauver leur vie. Dites-nous, est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé? Alors, merci. Il faut dire que, véritablement, nous faisons face à un abus de pouvoir et à une forfaiture orchestrée par certains agents véreux de notre administration publique. Que s'est-il passé, M. Karamoko? En réalité, ce qui s'est passé, il faut dire que la population a été déguerpie, expropriée de ses terres, sur la base d'arguments fallacieux que le district a donc soutenu pour déguerpir, n'est-ce pas, ces populations. Parce que lorsqu'on revient brièvement sur l'historique, le district autonome d'Abidjan prétend avoir déguerpi ces populations pour pallier au risque d'inondation d'une part, et d'autre part également, le district prétend que la quasi-totalité des concessions, n'est-ce pas, construites sur ce site seraient donc sous des pylônes de haute tension et que des concessions seraient construites sur des canalisations d'eau usée qui seraient issues de la salle d'abattage. Alors, toutes ces raisons ou ces arguments avancés donc par le district, nous pourrons facilement les battre en brèche, d'autant plus que ce sont des raisons et des arguments qui ne tiennent pas la route. Alors, vous dites que ces arguments ne tiennent pas la route, ce sont des arguments fallacieux, ce sont des qualificatifs qui ne sont pas vraiment, je vais dire, conventionnels. Alors, pourquoi vous dites que le district vous a déguerpi de façon abusive? Alors, lorsqu'on part sur la base du premier argument avancé donc par le district, selon lequel le site a été déguerpi pour des causes d'inondation, le déguerpissement a eu lieu précisément le 2 juillet 2018. Le district prétend que ce déguerpissement a été opéré suite à la décision du gouvernement de déguerpir, n'est-ce pas, des quartiers qui abriteraient des zones à risque. Alors, lorsque nous nous référons, n'est-ce pas, au rapport de la Sodexam, un rapport qui a été donc produit, n'est-ce pas, en prélude aux pluies diluviennes, la Sodexam a donc listé, n'est-ce pas, les quartiers qui abriteraient donc des zones à risque, ou du moins les communes qui abritent des zones à risque. Et à cet effet, la Sodexam a donc catégorisé les différentes communes, n'est-ce pas? Et la commune de Port-Bouët et celle d'Adjamé et de Plateau sont classées comme étant des communes qui n'abritent aucun risque d'inondation. Alors, ce que vous dites là, selon les informations que nous avons reçues du district, le quartier se trouve sur la liste des zones à risque que le gouvernement a établi après des drames liés aux intempéries, vous savez très bien, de juillet 2018. Alors, vous vous dites le contraire. Comment cela se fait-il? Qui ne dit pas la vérité, le district ou bien c'est vous qui ne dites pas la vérité? Alors, moi, je vous invite donc à vous référer, n'est-ce pas, à la conclusion de la réunion du Conseil de sécurité du gouvernement, tenue le 21 juin 2018 et présidée par le chef de l'État lui-même. Alors, dans les conclusions, n'est-ce pas, de la réunion de ce Conseil de sécurité, nulle part vous ne verrez que la commune de Port-Bouët, n'est-ce pas, figure sur la liste des quartiers donc, qui devaient donc connaître un déguerpissement. N'empêche, le district d'Abidjan est, si vous voulez, le prolongement au niveau local, hein, au niveau beaucoup plus petit de l'action gouvernementale. Le district peut
peut se saisir parce que ce sont des devoirs régaliens de protéger les populations. Donc, peut identifier d'autres sites à risque, même si le gouvernement n'a pas identifié des sites, enfin, votre quartier comme un quartier à risque. Voilà, le district peut le faire. Alors, justement, si nous partons sur la base de cet argumentaire plutôt, alors nous disons que la commune de Port-Bouët, depuis belle lurée, depuis son existence, n'a jamais connu de cas d'inondation. Et ce quartier qui a été déguerpi, ce quartier existe depuis l'aube des indépendances et la population a toujours vécu dans ce quartier dans une quiétude totale. Et ce quartier, en aucun moment, n'a jamais connu de cas d'inondation. Et lorsque nous essayons, n'est-ce pas, de parcourir de façon progressive les arguments avancés par le district, nous constatons que ces arguments en réalité ne tiennent pas la route, comme je l'ai dit en introduction. Lorsqu'on prend le second argument, lorsqu'ils prétendent par exemple que la quasi-totalité des concessions seraient sous des pylônes de haute tension, moi je vous invite donc à faire un tour sur le site. Vous constaterez qu'aucune concession déguerpie n'était située sous aucune pylône de haute tension. D'accord. Alors, à cette époque-là, en juillet 2018, nous, à la RTI, ici, nous avons réalisé des reportages sur cette affaire. Alors, nous avons interrogé les parties. Donc, nous avons aussi interrogé le district d'Abidjan. Alors, maintenant, vous affirmez sur ce plateau que le district aurait avancé de fausses raisons juste pour vous chasser du site. Alors, expliquez-nous pourquoi le district aurait donné des raisons, comme vous le dites, fallacieuses à tout le monde. Pourquoi? Dans quel intérêt? Alors, justement, le district sait pour quelle raison et dans quel intérêt ces agents véreux ont donc avancé, n'est-ce pas, ces raisons. Alors, pour étayer même mes propos, pour aller encore plus loin, moi, je vous dis par exemple, même la mairie de Port-Bouët, l'autorité communale n'a pas été saisie de ce déguerpissement. Alors, l'autorité communale n'a pas été saisie de ce déguerpissement. Et également, lorsque nous poussons nos argumentaires plus loin, nous constatons également que le district a prétendu plus tard que le quartier présenterait, n'est-ce pas, des risques d'épidémie. Alors, les arguments que le district avance, à chaque fois que nous essayons de battre en brèche ces arguments, alors le district ressurgit encore avec d'autres arguments plus fallacieux que les précédents. Alors, donc, sur cette base, nous avons donc demandé, étant donné que le district avance des raisons qui ne nous conviennent pas, nous avons donc, en pareille situation, nous avons donc demandé la mise en place, n'est-ce pas, d'une commission ou d'un comité d'enquête indépendante à l'effet de faire la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités pour que les différentes parties puissent être situées. Bien, alors, je vais vous poser une question très simple. À qui appartient le site de Port-Bouët Abattoir? Le site de Port-Bouët Abattoir est la propriété des résidents et ce site, les résidents l'ont acquis depuis l'aube des indépendances, dans les années 50. C'est-à-dire que vos parents étaient sur le site bien avant? Nos parents étaient sur le site bien avant. Et vous n'avez jamais payé de taxes? Est-ce que vous avez les propriétés, les titres de propriété? Nous avons par devers nous des titres de propriété. Vous avez par devers vous? Dûment délivrés par l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que vous avez de façon, je vais dire, pas très formelle, des titres de propriété. Alors, quand vous dites pas très formel, moi je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. La question, vous avez dit nous avons par devers nous des titres de propriété. Donc j'en déduis que les titres de propriété que vous avez là, ce ne sont pas des titres qui ont été formellement, enfin, qui sont des titres légaux, c'est ce que je veux dire. Ce sont des titres légaux. Ces titres, ce ne sont pas des TF, encore moins des ACD. Mais comprenez que la période pendant laquelle ces terres ont été donc acquises par nos parents, cette époque est antérieure, n'est-ce pas, à l'avènement des TF et des ACD. La formule des ACD et des TF, n'est-ce pas, date d'une date assez récente. Alors, si vous avez des titres de propriété, je vais dire légaux, de la part de vos parents et tout ça, alors comment se fait-il? Expliquez-nous, ce que les Ivoiriens veulent savoir, si vous avez des titres de propriété. Comment un district qui est censé protéger les populations, qui est censé travailler au bien-être des populations, comment ce district-là peut, je vais dire, m'exprimer ainsi, se permettre, voilà, de vous chasser d'un site sur lequel vous êtes établi depuis des années? Alors, ce n'est pas possible. Alors justement, on veut savoir, on veut comprendre ce qui se passe. Justement, pour étayer même le caractère, n'est-ce pas, illégal de ce déguerpissement, moi je vous dis par exemple, aucune mise en demeure n'a été délivrée à qui que ce soit. Aucune sommation n'a été faite. Les populations ont été surprises un matin dans leur sommeil. Ils ont été chassés manu militari de leur site. Monsieur Karamoko, nous avons eu le district, hein, nous avons eu Monsieur Baba Koulibaly de la direction de communication du district. Il nous a formellement dit que vous avez reçu 3 mises en demeure. Alors, mais là, franchement, quand vous dites ça,
J'ai envie de rire. Mais finalement, qui dit vrai? Qui ne dit pas vrai? Non, voilà. mais justement... On veut savoir. Expliquez aux Ivoiriens. Justement, en pareille situation, oui. Il est important que l'autorité au plus haut niveau se saisisse de l'affaire et fasse la lumière sur cette affaire et permette à ces 6 872 personnes de regagner un tant soit peu leur dignité, n'est-ce pas? M. Baba Coulibaly, lorsqu'il prétend qu'il a délivré, ou du moins c'est la mis en demeure les populations à 3 reprises, les différentes dates qu'il a avancées. Dans un premier temps, il prétend avoir remis une première mise en demeure le 24 avril 2017, et une autre mise en demeure le 2 mai 2017, et une autre mise en demeure le 15 mai 2017, d'après lui. Aucune mise en demeure n'a été remise à la population. Et quand vous regardez ces différentes dates, janvier, mais comment... si vous permettez, oui, allez-y. Janvier, lorsque vous parcourez ces différentes dates, d'abord le district prétend que c'est suite à la décision du gouvernement, n'est-ce pas, issue de la réunion du Conseil, n'est-ce pas, de sécurité, qui a eu lieu le 21 juin 2017, d'accord, oui. 2018 plutôt. Et M. Baba Coulibaly prétend nous avoir mis en demeure à 3 reprises en 2017. Comment des mises en demeure peuvent-elles être antérieures à une décision de laquelle elles découlent? C'est un paradoxe que nous voulons très bien comprendre. D'accord? Voilà, d'une part. Et d'autre part également, lorsque nous parcourons ces différentes dates, vous constatez que les différentes dates qu'il a données, il y a juste des intervalles d'1 semaine ou 2 semaines entre ces différentes dates. Des mises en demeure qui se suivent de cette façon, véritablement, cela suscite en tout cas un doute. Alors, donc pour vous, cette situation-là n'est pas très claire. Il faut faire la lumière là-dessus. Aucune mise en demeure n'a été remise à qui que ce soit. Une autre question. Est-ce que vous avez payé des taxes à la mairie de Port-Boué ou encore des taxes au district? Alors, il faut dire que depuis... Non, la réponse, c'est oui ou non. Est-ce que vous avez payé des taxes au district ou à la mairie? Nous avons payé des taxes au district, à la mairie plutôt, dans un premier temps. Et plus tard, le district en 2016. Je vous dis... Mais donc pourquoi? Si vous avez des titres de propriété, pourquoi donc payer des taxes à la mairie? Mais j'en viens justement. Le district a usé de ruse pour pouvoir déguerpir cette population. Et c'est en cela que je vais en venir. Non, je vous pose la question. Si vous avez des titres de propriété, pourquoi donc payer des taxes à la mairie? Mais si vous permettez, vous allez mieux me comprendre. Oui. Nous payons des taxes à la mairie et à la direction générale des impôts. Les taxes que nous payons à la mairie sont en quelque sorte comme étant des taxes foncières que nous payons à l'autorité, des taxes foncières que nous payons à l'autorité communale. D'accord? Et le district, depuis 2016, a fait éruption dans le quartier, c'est-à-dire 2 ans avant la date de déguerpissement, a fait éruption dans le quartier, tout en intimant l'ordre à la population de s'acquitter désormais de ces taxes auprès de ces services en lieu et place de la mairie de Port-Boué. Chose que certains habitants du quartier ont refusé de faire. Et le district prétend que désormais, vous n'êtes plus propriétaire du site, mais vous êtes plutôt locataire à raison de 500 francs le mètre carré annuellement. Nous nous sommes dit, mais nous ne sommes pas locataires. Depuis l'aube des indépendances, nos parents occupent ce site. Et en 2016, on veut faire de nous des locataires, nous ne pouvons l'accepter. Non, autrement dit, donc, dans un premier temps, on fait de nous des locataires et plus tard, on nous déguerpit. À vous écouter, que veut le district? En réalité, nous soupçonnons certains agents véreux du district d'avoir déguerpi ce site rien que pour assouvir leur cupidité. Et c'est pour cela que nous appelons... C'est un peu trop fort quand même. Ah oui, c'est pour assouvir... un peu trop fort. Alors, dites-nous, est-ce qu'avant ce déguerpissement-là, il y a eu une rencontre en avril 2017 avec les autorités? Justement, également, un autre élément qui met en exergue le caractère fallacieux de tout ce que le district avance. Le district a prétendu avoir mené une campagne de sensibilisation auprès des populations déguerpies. Aucune campagne de sensibilisation n'a été menée. Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec le district? Aucune rencontre. La seule rencontre qui a eu lieu avec le district, c'était le jour du déguerpissement aux heures chaudes. Lorsque nous sommes adressés au meneur de l'opération, pour lui demander est-ce qu'il avait une réquisition du procureur, est-ce qu'il avait un support administratif. Mais un comité mixte était mis en place. Aucun comité mixte n'a été mis en place. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez mis un comité en place pour essayer de mener les enquêtes et de discuter avec le district. Non, nous souhaitons que les autorités au plus haut niveau mettent en place un comité d'enquête. Le district n'a mis aucun comité mixte en place. Alors, donc si aucun comité mixte n'a été mis en place, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'accord entre le district et aucun accord. Mais comment se fait-il que vous soyez sur le site, vous soyez déguerpi et le district est d'un côté et qu'entre les deux parties, il n'y ait pas eu de rencontre, il n'y ait rien eu? Comment cela se fait-il dans un... quand même, la Côte d'Ivoire est un pays... Toutes les démarches que nous avons... On respecte les règles quand même. Nous avons mené, depuis le déguerpissement, nous avons mené des démarches pacifiques et des démarches d'approche auprès de nos autorités. Oui. D'accord? Nous avons adressé pratiquement près d'une 50aine de correspondances à pratiquement plus des institutions du pays, parmi lesquelles on peut citer la présidence de la République, la primature, même le district d'Abidjan et autres institutions.
Et ces démarches-là sont restées sans suite. Ces démarches sont restées vaines, à l'exception de la présidence qui nous a répondu par courrier il y a une semaine de cela, en nous demandant, n'est-ce pas, de nous référer au ministère de la Construction, et également le médiateur de la République qui nous a instruit de faire officiellement une demande de médiation à l'effet, n'est-ce pas, que cette institution puisse entamer une médiation entre le district et le collectif de déguerpis. Alors, combien de familles ont été touchées par le déguerpissement? Et aujourd'hui, où se trouvent-elles ces familles? Alors, nous avons au total 429 familles, disons 6872 personnes réparties entre 429 familles. 6872 personnes réparties entre 429 familles. Alors, où se trouvent aujourd'hui ces familles? Alors, il faut dire que ces familles, jusque-là, certains squattent aux alentours du site déguerpis. Ils ont même commencé à recoloniser le site parce que les gens ne savent pas où partir. Ils ont été surpris dans leur sommeil, ils ont été déguerpis. Alors, ceux qui ont certaines familles, n'est-ce pas, ça y est là à Abidjan, ont trouvé refuge auprès de leurs parents. Mais par contre, le plus grand nombre demeure toujours sur le site. Bien. Qu'est-ce que vous attendez exactement des autorités? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons des autorités dans un premier temps, que la lumière soit faite sur ce déguerpissement et que les responsabilités soient situées, d'une part. D'autre part, qu'on puisse permettre à cette population déguerpie de regagner le site initial et d'y repartir ses maisons. Mais le site initial, ça c'est déjà fait. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Est-ce que vous n'avez pas de proposition à faire au district pour essayer de trouver un accord? Alors, nous ne sommes pas fermés aux négociations. Le district aurait pu entrer en contact avec les déguerpis pour qu'ensemble nous puissions mettre en place, n'est-ce pas, un cas d'échange et échanger. Que de rester et prétendre avoir mis en place un comité mixte qui n'a jamais existé et dont nous n'avons pas de connaissance. Alors, il est dit que 8 millions de fonds CFA comme compensation ont été donnés par le district. Alors, vous avez refusé. On veut savoir pourquoi. Pourquoi ce refus? Alors, nous ne pouvons que refuser ce montant. Notre quartier a été déguerpi dans des conditions illégales. Et toutes les démarches que nous avions entamées auprès des autorités à l'effet de savoir les raisons qui ont motivé le déguerpissement de ce quartier sont restées vaines. Alors finalement, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne de l'argent, vous refusez, on met en place un comité mixte. Aucun comité mixte n'a été mis en place. Aucun comité mixte n'a été mis en place. Je répète et je réitère. Je mets quiconque au défi de me prouver qu'un comité mixte a été mis en place. Aucune réunion. Selon les informations que nous avons reçues, aucun comité mixte n'a été mis en place. Les gens ont commis une forfaiture, alors ils se cachent donc derrière des affirmations qui en réalité ne tiennent pas la route, n'est-ce pas, juste pour peut-être berner un peu l'opinion. D'une part, parlant du montant qui nous a été remis, nous ne pouvons que refuser ce montant. Pourquoi? On déguerpit le quartier et plus tard, on vient nous tendre 8 250 000 francs. Par l'entrée mise de la mairie de Port-Bouille, ce montant nous a été remis par le district d'Abidjan. Alors nous avons donc demandé à notre interlocuteur, alors ce montant, n'est-ce pas, avec quel motif? À quoi devait servir ce montant? Est-ce un don? Est-ce un dédommagement? L'autorité communale qui était donc chargée de nous transmettre ce montant n'a pu nous dire, n'est-ce pas, le mobile réel de ce montant qui nous est remis. Nous avons donc refusé poliment ce montant et en président de notre conseil. 6 872 personnes, on les remis 8 250 000 francs. Mais c'est parce que la somme, voilà justement, comme j'allais vous poser la question. C'est une somme dérisoire. Vous voyez que même si on procède à un partage entre les 6 872 personnes, j'avoue que... Mais vous avez même été proposé, de ne pas payer les taxes sur un an, juste pour vous donner le temps d'avoir une épargne pour pouvoir vous reloger dans un site beaucoup plus viable. D'accord. Le district d'Abidjan, d'abord, dans un premier temps, je reviens sur les taxes. Je vous dis en même temps que nous n'avons pas payé de taxes auprès du district d'Abidjan. Certains se sont exécutés, mais par contre, le plus grand nombre de la population a refusé de s'obtempérer. Alors, parlant de ces taxes, la location du site fait... On va aller rapidement, 500 francs le mètre carré. 500 francs le mètre carré. Les concessions, lorsqu'on essaie de multiplier le nombre de mètres carrés, alors chaque concession paye un montant qui avoisine, n'est-ce pas, 50 000 francs. Ça ne vaut même pas 50 000 francs. Vraiment. 50 000 francs, c'est un montant qui ne permet pas de se reloger d'une part. D'autre part également, le district n'a pas compétence à nous encaisser des taxes et en nous faisant passer pour des locataires parce que nous estimons être propriétaires du site. Bien. Monsieur Bandé Abdoulaye Karamoko, vous êtes le président du collectif des déguerpis de Port-Bouille Abattoir. Tout à fait. Voilà, merci d'être venu à Instant Vérité, donner votre position sur le déguerpissement intervenu dans la commune de Port-Bouille Abattoir le 2 juillet 2018, n'est-ce pas? Merci. Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Matin Bonheur continue avec Alix et Marco. Ils vous retrouvent tout de suite après la pub. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre.
En France, après plus de 4 mois de crise des Gilets jaunes, le grand débat s'achève par l'annonce de mesures concrètes par Emmanuel Macron. Un moment très attendu qui va intervenir ce lundi à 20h par une allocution télévisée avant une conférence de presse prévue mercredi à l'Élysée. Ils ne sont plus qu'environ 200 anciens déportés juifs de France survivants des camps nazis d'Auschwitz. 4 d'entre eux participent à une visite avec des cadres de l'éducation nationale. Écoutons quelques réactions. Nous sommes arrivés devant l'entrée du camp. C'était le camp de Birkenau qui se trouvait, donc c'était une annexe du camp d'Auschwitz. Et là, quand les portes se sont ouvertes, on a eu l'impression qu'on rentrait en enfer. On crevait de faim. De l'eau le matin, à midi c'était encore de l'eau, et avec le soir vous aviez un morceau de pain avec un petit bout de margarine. Autour de nous, les âmes de ces enfants flottent, elles sont là, nous avons un devoir commun. Ce devoir commun, c'est de continuer à former les jeunes avec toute la force que nous avons. Sur les 74 000 juifs déportés de France vers le complexe de mort allemand, 2500 sont revenus. Ils ne sont plus qu'environ 200 encore en vie, âge moyen 90 ans. Je vous amène à présent faire la rencontre d'agriculteurs français qui souhaitent que la politique agricole commune prenne un virage vert. Regardez. Ici, j'ai de l'orge de printemps. Ici, j'ai de la coriandre. La petite parcelle en triangle ici, donc c'est une parcelle qui n'est pas cultivée. À chaque printemps, comme tous les céréaliers de France, Guillaume remplit son dossier PAC. Blé, betterave, maïs, colza, chaque parcelle, suivant le mode de culture et la taille, donne droit à une aide. Sans l'Europe, ce père de 3 enfants ne s'en sortirait pas. Dans le monde entier, tous les grands pays agricoles notamment accompagnent leur agriculture. Et donc du coup, tout le marché est faussé et les prix qui sont cotés en bourse, voilà, sont des prix très artificiels. Et donc, peu importe le système dans lequel on est, on a besoin de ces aides-là pour fonctionner. Avec 250 hectares, son exploitation en conventionnel dans la très riche Île-de-France fait partie des grands bénéficiaires des aides européennes. Or, la politique agricole commune risque de voir son budget diminuer et le Brexit pourrait compliquer la donne. Guillaume craint aussi que toujours plus de réglementations environnementales ne le pénalisent. Plus vert, c'est plus cher. À un moment donné, il faut pouvoir, si on veut avoir des contraintes supplémentaires, avoir le fruit de ce travail en plus. Et donc, c'est avoir des soutiens supplémentaires et d'augmenter le budget. À des dizaines de kilomètres de là, une départementale bruyante borde une autre exploitation plus modeste. Rémi, ancien paysagiste, est devenu céréalier bio. Il plante des arbres dans ses champs pour renforcer la biodiversité et atténuer les effets du réchauffement climatique. Pour lui, être céréalier, c'est toute une philosophie. Mon objectif, c'est de cultiver et de ne pas exploiter. Mon but, c'est quand même de récolter quelque chose à la fin de l'année, mais en impactant un minimum mon espace. Une de ses spécialités, la farine de sarrasin, qu'il livre en circuit court. Lui non plus ne pourrait pas vivre sans la PAC, même s'il n'a pas encore reçu les aides promises lors de sa conversion au bio. Il a rejoint le collectif pour une autre PAC qui demande un rééquilibrage avec des critères sociaux et environnementaux. Nous voulons une politique agricole qui accompagne une production d'alimentation pour la population plutôt qu'une production agricole qui alimente le marché mondial. L'avenir de l'agriculture représente un enjeu majeur des élections européennes. Les 27 entameront au lendemain du scrutin les difficiles négociations sur la PAC pour l'exercice 2021-2027. Dans les collines de Hong Kong, loin des gratte-ciel étincelants de la mégapole, Yip Ki Hok capture à main nue un essaim d'abeilles sauvages, art remarquable hérité des années de famine en Chine. Il le fait avec beaucoup de sérénité et de délicatesse, comme vous pouvez le constater.
Au cœur d'une affaire juridico-sportive à rebondissement, Clémence Calvin, accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage, a trouvé les ressources pour signer hier sur le marathon de Paris. Une impressionnante performance qui reste en sursis. 4e en 2h23 minutes 41 secondes. Clémence Calvin a largement battu le record de France de la distance de Christelle Donné en 2010 pour son 2e marathon, seulement après avoir été vice-championne d'Europe à Berlin en 2018. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse avec Alix et Marco pour la suite. Alix, on a le monsieur des abeilles, là. Vraiment, on aimerait avoir sa sérénité. Hein. Justement, des abeilles. En fait, il y a une différence entre les abeilles de là-bas et les abeilles d'ici. En fait, de la piqûre, il est imperturbable. En fait, il maîtrise son art et il a expliqué qu'il faut tout faire pour ne pas toucher la reine. Ah d'accord. Ah d'accord. Il faut le faire avec beaucoup de souplesse, beaucoup de délicatesse, un peu comme si vous n'étiez pas là. Beaucoup de souplesse, beaucoup de délicatesse. Justement. Tout est dit, Alix. En tout cas, c'est avec ces mots-là, la souplesse, la délicatesse et bien sûr l'échange qu'on va aborder notre dernière phase d'émission, à savoir la thématique aujourd'hui emploi. On parle d'évaluation des performances, l'outil de développement à ces données-là qui permettent à toute structure de pouvoir évaluer son avancée, ses objectifs, ses performances, comment cela est encadré, le mécanisme pour le faire. Dans quelques instants, avec M. Adou Kouabenon Julien, on aura toutes ces réponses. Il est expert en ressources humaines. Vous savez, le rituel, c'est le postulat. Pour mener à bien leur mission, les professionnels des ressources humaines ont besoin d'outils pour l'évaluation des performances. Cette dernière permettra ainsi de jauger à la fois la performance générale et mesurer la progression de l'entreprise sur certains objectifs. L'évaluation des performances dans une entreprise, c'est de tester la capacité ou la compétence d'un employé en fonction de la tâche qu'il occupe dans l'entreprise. En termes RH, on dira que l'évaluation des performances, c'est un temps d'arrêt que l'entreprise se donne pour pouvoir évaluer ses travailleurs, ses salariés par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés pour une année bien précise. Donc, elle se fait généralement en fin d'année et l'employé est évalué sur les objectifs qui lui ont été assignés, notamment en début d'année ou lorsqu'il vient d'être recruté en fonction de la fiche de poste qui lui a été confiée. La performance individuelle tout au long de l'année et les compétences professionnelles seront utilisées comme indicateurs. L'analyse de la performance, entre autres, se fait en mesurant l'écart entre les objectifs définis au préalable par les managers et les résultats obtenus. J'ai déjà été évaluée vu que je suis venue ici en entreprise en tant que stagiaire et j'ai été confirmée. Maintenant, après l'évaluation, je pourrais avoir une promotion. Quand c'est possible pour les employés, il y a d'abord la naissance d'une confiance en soi. Et puis, venant de l'employeur, on peut bénéficier d'une promotion. Le but ultime qu'on recherche en évaluant son personnel, c'est de pérenniser l'entreprise. Parce que c'est un processus qui va sur le long terme, qui permet à l'entreprise d'être rentable et d'être compétitive sur le marché. L'évaluation des compétences à terme permettra de faire un état des lieux du savoir, savoir-faire et savoir-être acquis par le salarié dans le cadre de ses fonctions. L'évaluation des performances est un réel leitmotiv pour le travailleur, pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement concurrentiel. D'une année à une autre, les choses ne sont plus pareilles et on a besoin que nos personnels soient davantage formés, soient davantage mis au parfum des objectifs que l'entreprise souhaite avoir. Et ça passe notamment par l'attribution des fiches de poste, ça passe par la mise en place d'un système de rémunération qui permet de challenger les salariés en entreprise. Comme forme d'évaluation que nous pouvons rencontrer en entreprise, nous avons l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire par les personnes qu'on a sur le même palier. On peut avoir une évaluation par les subordonnés. Généralement, c'est les employés d'un service qui peuvent évaluer leur manager. On a l'auto-évaluation, c'est-à-dire que nous-mêmes, par rapport aux objectifs qu'on nous a fixés en début d'année,
à un moment, on peut s'arrêter et regarder est-ce que j'ai atteint véritablement les objectifs qui m'ont été fixés. On a l'évaluation également par des personnes extérieures, par exemple les clients, les fournisseurs, pour voir si les services interagissent bien, s'il y a une bonne communication, s'il y a des lacunes, comment est-ce qu'ils attendent le service qu'on doit rendre en retour. L'évaluation de performance des salariés permet de gérer les carrières des salariés et plus globalement la gestion prévisionnelle des compétences. Lorsqu'elle est bien structurée, elle permet de voir les axes d'amélioration et d'identifier le développement professionnel et les besoins en formation des salariés. Dernière ligne droite, mesdames et messieurs, de cette émission réalisée par Jacques Beau et toute son équipe en régie. Alors, l'évaluation en question, nous avons un expert sur ce plateau avec qui nous allons échanger pendant le reste du temps qui nous reste. Alors, c'est monsieur Adou Kouabenan Julien de la Chambre de commerce. Alors, monsieur Adou, juste avant de régler son micro, on va permettre donc à notre très cher Ouattara de venir régler. J'imagine que vous êtes très prêt avec vos calepins. L'évaluation, c'est très important. C'est un art, je le disais tantôt en off à Alix. On évalue, ça ne se fait pas comme ça de façon péremptoire. Ça suit un certain cheminement parce que l'évaluation a une incidence sur la qualité, sur l'évolution, surtout sur le plan de carrière. Bien évidemment, et puis le choix du mode d'évaluation, parce qu'on a entendu dans la capsule, il y avait une évaluation du type les subalternes qui évaluent les responsables. On va décortiquer cet aspect-là parce que j'ai été très intriguée. Est-ce que cela se fait de manière impartiale et sans toute pression? Parce que noter son supérieur, ce n'est pas une chose très évidente. Comme disait quelqu'un aussi, la vraie évaluation, c'est aussi de donner l'exemple. Alors, monsieur Adou Kouabenan Julien, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Votre micro est bien, vous êtes paré maintenant. Alors, c'est quoi concrètement l'évaluation des performances et puis en quoi ça peut contribuer au développement de l'entreprise, des ressources humaines? Ok, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour parler un peu de l'évaluation du personnel. L'évaluation, c'est un outil qui permet de juger les performances et la motivation des agents. Un couteau à un seul ou à double tranchant? Non, ce n'est pas double tranchant. Donc ça permet de juger les performances et aussi la motivation des agents. Ça permet de déceler les faiblesses et les points forts de chaque agent. C'est ça en fait l'évaluation. Et quand on décèle les points faibles, alors on met en place un plan de formation personnalisé pour pouvoir corriger les faiblesses et rendre l'agent plus performant, plus opérationnel. Voilà un peu l'évaluation. D'accord. On a les objectifs ici de l'évaluation des performances, mais dans un cas pratique, parlons toujours de pragmatisme, comment ça se passe sur le terrain avec les différentes formes qu'on retrouve? Ok, l'évaluation c'est simple parce que comme on a dit dans le document, chaque agent a une fiche de poste et au début de l'année, on lui fixe des objectifs. L'évaluation se fait à partir des objectifs fixés à l'agent et surtout si on a un référentiel de compétences. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les compétences acquises et puis les compétences requises. Pour chaque emploi, il y a des compétences requises. Donc quand on fait l'évaluation, c'est pour s'assurer que l'agent a les compétences requises pour le poste. Mais il peut avoir des compétences acquises qui sont peut-être un tiers ou 2 tiers des compétences requises pour le poste. Mais lorsqu'on décèle ces failles, alors on essaie de corriger par un plan de formation. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors donc l'évaluation, ce n'est pas à but coercitif, c'est à but de formation. Non, pas du tout. Oui. Ça, il faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Quand vous faites un contrat de travail, l'employeur vous dit votre force physique, votre force intellectuelle contre mon argent. C'est ça le contrat de travail, c'est rien d'autre que ça. Mais quand on a payé les 12 mois de salaire, il faut qu'on s'assure que derrière, vous avez atteint les objectifs qu'on vous a assignés. Donc on fait l'évaluation pour s'assurer que l'individu ou l'agent a atteint les objectifs qu'on lui a assignés. S'il n'a pas atteint les objectifs, pourquoi il n'a pas atteint les objectifs? Les écarts sont expliqués comment et comment on corrige ces écarts pour que l'agent soit plus performant. Excusez-moi, avant d'en arriver là même, il faut quand même avoir, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des fiches de poste. Il faut savoir la fiche de poste et puis il faut, c'est très important également, savoir quels sont les objectifs qui vous sont assignés en début. Quand il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas d'objectif assigné. On ne peut pas faire l'évaluation. On ne peut pas faire d'évaluation. Donc légalement, l'employé peut dire que, bon là, il pense que voilà, il n'y a pas d'évaluation. Oui, parce que ça sera arbitraire, c'est comme vous allez l'évaluer. Voilà. Donc, il faut d'abord faire les fiches de poste pour l'évaluer après. Et fixer des objectifs au début de l'année. Et à la fin de l'année, d'ailleurs, au niveau de l'évaluation, il y a l'évaluation à mi-parcours. C'est-à-dire qu'après chaque 6 mois, il faut évaluer. On évalue donc au mois de juillet
pour s'assurer que les écarts ne sont pas trop grands. Et si les écarts sont trop grands, comment faire, mettre en place des mesures correctives pour qu'en décembre, on puisse atteindre l'objectif. Donc on fait l'évaluation à mi-parcours en juillet. Et en décembre, maintenant, on fait l'évaluation annuelle, qui sont des entretiens annuels d'évaluation. Et au cours de l'entretien, c'est le N qui... Il y a le N plus 1 qui fait l'entretien avec le N. Donc c'est le N plus 1, le supérieur hiérarchique, qui évalue l'agent. Et contresigné par le N plus 2. Donc le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique, pour ne pas qu'il y ait des règlements de compte. Voilà. Donc on met en place ce canevas pour éviter qu'il y ait des règlements de compte. Donc le N plus 2, à ce moment, a dit qu'il doit co-signer la fiche d'évaluation. À l'issue des évaluations, il ne peut pas en découler des sanctions? Bon, mais la loi est claire, hein, parce qu'en réalité, quand vous regardez le code du travail, un agent qui a été évalué négativement pendant 2 années successives, on peut s'en débarrasser pour baisse de performance, pour incompétence. C'est prévu par la loi. Cela lui est signifié? Oui, il faut le signifier. Mais généralement, on essaie de corriger pour rendre l'agent plus opérationnel, plus compétitif, que de chercher à le renvoyer. Et si on décèle des insuffisances dans la notation, du fait même que la personne même qui note même est défaillante 2 années successives aussi, qu'est-ce qu'on fait? Mais le N plus 2 est là pour corriger cela. C'est pour cela qu'il y a le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique. Il est là. Parce que quand on finit l'évaluation, lui reçoit les fiches. Bon, en fonction, parce que quand on vous évalue, on vous donne l'occasion d'écrire sur la fiche, de dire vos sentiments. Absolument. Donc vous pouvez dire, je ne suis pas d'accord pour tel aspect. Ou bien vous en référez au N plus 2. Non, c'est quand le N plus 2 reçoit le document, qu'il voit que l'agent qui a été évalué n'est pas d'accord avec l'évaluation, il reçoit le N et le N plus 2. Et le N plus 1 plutôt. Il vous reçoit à 3 et puis vous échangez. Pourquoi est-ce que tu as donné telle note et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette note? Et c'est lui qui tranche. Il tranche. C'est le supérieur hiérarchique du supérieur. Donc c'est lui qui tranche. Et quand là encore vous n'êtes pas d'accord? N plus 4? Oui, mais si vous n'êtes pas d'accord... Oui, vous n'êtes pas d'accord, il y a une DG dans l'entreprise quand même. Il y a une DG. Donc on peut se référer au DG. Ça devient intéressant. Alors, à côté de tout ça, lors d'un exercice, il peut y avoir de la mobilité interne. Donc quels sont les critères d'évaluation que l'on retient ou prend en compte? Oui, en fait, quand on fait l'évaluation, à la fin de l'année, on fait l'évaluation, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont hyper performants. Okay. Mais c'est comme l'exemple que je prends souvent, vous prenez un professeur d'université pour aller enseigner au CM2. C'est du gâchis. Donc s'il est super performant et qu'il est au-dessus du poste, mais il faut pouvoir lui donner une promotion pour avancer. Voilà. Donc l'évaluation permet effectivement de faire les mouvements internes, les promotions, l'augmentation salariale, tout ça découle de l'évaluation. Quand c'est objectif? Quand c'est objectif, bien sûr. Mais une évaluation est toujours objective parce que les outils que nous avons aujourd'hui sont tellement performants que ça m'étonnerait qu'il y ait des biais. Tant est qu'il y ait le préalable même qui est la fiche de poste. Oui, la fiche de poste et les objectifs. Oui. Alors, quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux entreprises qui ne se sont pas encore inscrites dans la spirale de cette évaluation? Parce que, à tort ou à raison, des entreprises pensent que c'est une foire, on l'a dit, de règlement de compte. Alors, vous avez quelques minutes là pour nous montrer en quoi ça peut agir de façon positive sur le rendement de l'entreprise. Ok. D'abord, vous savez qu'on ne peut pas atteindre les objectifs de l'entreprise si les agents ne sont pas motivés. Mais lorsque l'évaluation n'est pas faite de manière objective et qu'on peut sortir une liste de promotion ou une liste d'augmentation et que tout le personnel pense que c'est de l'arbitraire, ça démotive encore plus le personnel. Mais quand on met en place les outils d'évaluation, on a les fiches de poste, on a les référentiels de compétences et qu'on évalue des agents par rapport à ces outils et que le résultat final est le meilleur objectivement obtenu, mais ça rassure tout le monde. Et puis quand un agent a une promotion, on se dit, ah mais effectivement il a été bien noté, c'est pour ça qu'il a droit à la promotion, parce qu'il le mérite. Mais quand ce n'est pas fait comme ça et que c'est fait de manière arbitraire, alors ça démotive le personnel. Et quand vous avez un personnel démotivé, mais vous n'atteignez pas vos résultats. Or, l'entreprise, c'est du business, c'est du cash, on veut. Mais si on n'a pas les moyens, les hommes qu'il faut pour atteindre ça, bon, on ne peut pas. Justement, au niveau de l'accès à l'information, lors de l'activité, c'est confidentiel l'évaluation ou après il y a une publication qui dit que tel a été mieux noté que l'autre? Des fois, dans les entreprises, on a des cérémonies de distinction en fin d'année. C'est aussi basé sur ça? Oui. En fait, quand on fait une évaluation, si les agents ont été promus, on dresse la liste des agents qui ont été promus et on communique. Il faut communiquer sur les résultats. Il ne faut pas le faire en messe basse. Non, en fait, on ne va pas dire qu'un tel a eu 3% d'augmentation de salaire. Non.
Le courrier individuel pour l'augmentation, ça lui on remet. Le contenu, il est le seul à avoir. Mais on donne la liste au moins de ceux qui ont été promus au cours de l'année. On diffuse pour que les délégués du personnel soient informés, pour que ça motive. Et puis, si vous savez que votre collègue a bien travaillé, il a eu une promotion, mais ça vous donne l'idée de bien travailler l'année prochaine pour pouvoir bénéficier aussi de ces promotions. Donc ça motive. Monsieur Adou, il y a des agents, par exemple, qui, de notoriété publique, sont bons. Tout le monde sait, tout le monde connaît, tout le monde les voit à l'œuvre. Et il se trouve que, par un concours de circonstances, je ne dirais pas mystiques, ces agents-là sont mal notés. Et puis, ils rendent toujours leurs freins dans l'entreprise, ils stagnent. Alors que tout le monde sait de façon concrète qu'ils sont bons. OK. Mais en fait, ils sont nombreux comme ça. Je vous ai parlé de référentiel de compétences. On vous donne un emploi, on dit pour être opérationnel, pour être bon au poste, voilà les 5 performances qu'il faut avoir. Mais vous, de l'extérieur, vous avez une perception de l'agent. Vous dites, oh, il est bon. Mais celui qui a les critères d'évaluation, il est le seul à savoir que sur les 5 performances qu'il veut, il n'a que 2 sur 5. Mais vous n'avez pas les moyens pour vérifier ces performances. Donc, les indicateurs pour le juger, vous n'avez pas. Donc, celui qui n'a pas les indicateurs, effectivement, il peut interpréter comme ça. Donc, c'est une autre perception que vous avez. Mais la meilleure perception, c'est celui qui a les indicateurs. Justement, parlons des indicateurs. Qu'est-ce qu'on a sur les fiches d'évaluation et le mécanisme de notation? Oui, les fiches d'évaluation, vous allez voir sur les fiches, il y a le savoir-faire, le savoir-être. Parce que souvent, on pense que c'est le savoir-faire seul qui est important. Non, il y a le savoir-être aussi, le comportement. Le savoir-faire faire. Oui, le savoir-faire faire. Ça dépend si vous avez un poste de responsabilité. Là, c'est le savoir-faire faire. Comment vous réagissez par rapport à l'imprévu? Si ce savoir-faire, le savoir-être, vous n'avez pas, ou bien il y a un qui est super, c'est-à-dire qu'au point de vue comportemental, c'est lui qui dit bonjour à tout le monde, il est gentil, chef patron, mais techniquement, il n'est pas bon. Donc, il ne sera pas bien noté. Ou bien techniquement, il est bon, mais c'est lui qui insulte ses patrons chaque matin. Là aussi, ça va jouer. Donc, c'est les éléments qui sont à l'intérieur de la fiche d'évaluation. Vous confiez un appareil à quelqu'un. L'appareil est défectueux. Et il vous signale que l'appareil est défectueux. Ça empêche sa performance. Et vous le notez sur ce que vous avez vu avec l'appareil défectueux. Tout à l'heure, vous avez parlé de savoir-faire faire. Vous êtes responsable. Vous savez que sans la caméra, on ne pourra pas faire l'émission. Mais il y a par exemple un souci sur la caméra. Non, on peut vous donner des fiches. Vous faites un papier, vous signalez qu'il y a un souci sur la caméra. On remplit la fiche pour dire qu'il y a une panne. Il y a une panne. Et puis, le supérieur ne réagit pas. Et vous attendez qu'à 2 minutes de l'émission, on vous demande, non, j'ai signalé au patron. Vous n'avez pas atteint vos objectifs. Parce que vous devez emmener le patron à changer. Vous devez emmener le service. Donc, et comment ça se fait? Oui, mais une fois que vous avez signalé, il faut faire le suivi. Il faut faire le suivi. Il y a des moments où il faut être impoli même pour emmener. Voilà, et c'est cette impolitesse qui peut faire croire à certaines personnes que... Oui, mais c'est quand même justifié. Donc vous êtes à même de dire, non, je ne peux pas travailler sur ce matériel-là, il est défectueux, je souhaite qu'on le change et le signaler. Parce que si ce n'est pas réparé, demain on ne pourra pas faire l'émission. Voilà. Ça aurait une incidence sur la performance. Il y aura une incidence sur la performance. Donc je me donne les moyens pour qu'on repart. Et il faut voir partout, si vous allez voir le N+2 pour qu'il intervienne, on le fait. Et si votre supérieur hiérarchique ne manage pas correctement, comment vous faites? Vous ne pouvez pas faire la guerre, vous êtes obligé de travailler, de sauver le travail. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est de notoriété publique, tout le monde le sait, mais bon, il y a une certaine solidarité qui fait que ça prouve cette personne-là. En entreprise, il y a plusieurs départements. Par exemple, le matériel, ce n'est pas forcément votre supérieur hiérarchique qui gère le matériel. Donc, quand c'est comme ça, vous allez voir directement les moyens généraux. Oui, il y a des moments où il faut aller au-delà parce que ça fait partie de vos... Il y a des moments où il faut aller au-delà. C'est pas dépasser ses prérogatives. Écoutez, on vous donne un objectif. Voilà. L'objectif... Ça va agir sur votre carrière, donc sur votre vie. Demain à 10 h, vous devez être à Yamoussoukro. La voiture pour aller à Yamoussoukro en panne. Mais le patron, lui, est déjà parti, il vous attend là-bas demain à 10 h. Comment vous allez faire pour arriver à Yamoussoukro demain à 10 h? S'il fallait louer une voiture, mais on loue, et puis après, la facture, on le gère en entreprise. Voilà un peu le problème. Ça dit, il faut faire tout pour atteindre l'objectif. Sinon, après, c'est vous qui rendez compte. L'initiative aussi est prépondérante. Mais justement, l'évaluation permet de voir l'innovation. Est-ce que vous prenez des initiatives quand on parle de point de vue comportemental? Quand ça chauffe, comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a un obstacle? Il y en a qui fuient, il y en a qui affrontent l'obstacle. Mais tous ces éléments sont dans l'évaluation. Donc c'est des entretiens. C'est dommage, c'est déjà fini. Il y aurait tant à dire. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Mais bon, j'espère que vous avez bien évalué, mesdames et messieurs, ce matin depuis 5h55. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous avons démarré cette émission. Vous avez remarqué que nous avons démarré directement avec le journal. Cela est totalement indépendant de notre volonté. Réalisation Jacques Brou. Et puis demain,
Alix, on aura le plaisir de recevoir sur ce plateau le juge Emma Rouba, magistrate, pour un cas très important. Vous avez un enfant qui va jusqu'au CM2 sans extrait de naissance. Comment ça se passe? Comment on peut faire pour rectifier le tir? Ce sera l'intitulé, bien sûr, de cette rencontre avec le juge Rouba Emma demain. Alors, Jacques Brou réalise. Merci beaucoup à vous encore, monsieur Ado. Monsieur Jacques Brou a réalisé. On salue toutes nos équipes en régie. Alix, on se retrouve demain, c'est bon? Avec le même plaisir. À demain. À demain.